Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur l'antenne de KTO pour cette émission enregistrée en public dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. L'islamisation, mythe ou réalité, telle est la question posée pour ces 52 minutes d'antenne. Et pour en discuter, trois invités. Edoui Plenel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et actuellement président de Mediapart. À vos côtés, Abdelaziz Chambi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes président de la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Et enfin, à ma droite, Raphaël Liogier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à Sciences Po Aix-en-Provence et directeur de l'Observatoire du religieux. Vous êtes d'ailleurs, je crois, sociologue des religions. C'est bien ça. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage paru au Seuil fin 2012 et sur lequel nous reviendrons ce soir, le mythe de l'islamisation, essai sur une obsession collective. Et dans cet ouvrage, Raphaël Liogier, vous avez voulu démontrer que l'islamisation est un mythe. Vous expliquez la genèse de ce qui est aujourd'hui devenu, dites-vous, une obsession collective et vous débusquez les idées souvent fausses sur lesquelles il repose. Ce mythe, eh bien, c'est celui qui raconte que la population musulmane s'accroîtrait dangereusement, cherchant à submerger les cultures européennes. Dans certains esprits, il y aurait donc un péril islamique. Alors, on ne peut pas retracer ici toute la genèse de ce mythe. Je renvoie les téléspectateurs à votre livre. Mais j'aimerais que vous évoquiez, pour commencer, cette étape importante dans les années 80 qui a considérablement changé la vision des Français sur les musulmans. Vous dites que dans ce contexte historique-là, il est arrivé aux Français de poser sur eux un regard effrayé. Pourquoi, à ce moment-là, y a-t-il changement ? Dans les années 80, il y a un certain nombre de phénomènes, mais de phénomènes très complexes et qui sont souvent isolés les uns les autres. C'est ça le problème. Il y a un premier phénomène, on pourrait commencer par les autres, mais commençons par l'un de ces phénomènes, c'est ce que j'appelle le passage du statut de minorité passive au statut de minorité active de la nouvelle génération, en gros de la première et de la deuxième génération de Français dits issus de l'immigration, mais nés sur le territoire français. Et ces individus ont commencé à vouloir se revendiquer une identité propre face à ce qu'ils percevaient comme le racisme subi par leurs parents. Et dans cette espèce de revendication identitaire, il y a eu une multitude de choses. C'est là où on a vu effectivement aussi le langage des cités, le verlan, une sorte de choses, un certain nombre de choses qui se sont développées, une certaine esthétique. Et au milieu de cela, on avait l'islam, c'est-à-dire une visibilisation, une certaine visibilité de l'islam chez ces jeunes. Ça, c'est un premier phénomène en interne. Mais en même temps, nous avons l'approfondissement d'une crise qui avait commencé un peu plus tôt, de la crise de la fin des Trente Glorieuses, après les chocs pétroliers du milieu des années 70, et le chômage n'est plus un chômage frictionnel qui huile les rouages de l'économie, mais un chômage endémique et qui touche des catégories de la population comme des cadres moyens, voire même des cadres supérieurs. Et donc on a une sorte de système, on commence à parler des sauvageons des cités, et une sorte comme s'il y avait une causalité entre les deux. Et dans le même temps, et là c'est à l'international, déjà en 79, on a la révolution islamique d'Iran, avec des premières images de foules de femmes en tchador, à proprement parler, qui ont l'air d'être extrêmement violentes et qui arrivent devant le téléspectateur pour la première fois. Enfin, vraiment cette image horrifique et violente de l'islam. Et nous avons aussi les premiers attentats revendiqués par l'islam sur le territoire français. Voilà, avec le GIA, etc. Et donc tous ces phénomènes se coordonnant ont commencé à donner une image effrayante de l'islam. Alors, on va continuer quelques minutes avec vous parce qu'il y a une nouvelle bascule évidemment où là ce regard effrayé va se transformer en regard empreint de paranoïa finalement, et c'est après les attentats du 11 septembre. Oui. Alors moi je ne situe pas exactement la date
aux attentats du 11 septembre en 2001. Je le situe plutôt en 2003. De toute façon, c'est un choix. Les événements, on peut toujours les interpréter. En réalité, c'est un processus qui est lent. Mais en 2003, ça me semble plus emblématique parce que 2003, c'est le conflit irakien et la décision américaine d'intervenir en Irak est, à mon sens, pour la première fois, sans demander leur avis véritablement aux Européens. Il y a des Européens qui vont y aller, mais ceux qui n'y vont pas, ils n'y vont pas. Ceux qui y vont, y vont. Le principe, c'est l'Amérique prend en quelque sorte son autonomie symbolique vis-à-vis de l'Europe. Ce n'était pas le cas dans le cadre du conflit afghan. Et c'est à partir de 2003 où on va avoir aussi en France, ce rapport qui avait été demandé par le Premier ministre de l'époque à François Baroin sur la nouvelle laïcité. Et dans ce rapport, il est écrit clairement qu'à un moment, la laïcité est en contradiction avec les droits de l'homme et qu'il faut choisir, évidemment, la laïcité. Alors c'est un peu étrange, vu que la laïcité, c'est une application dans le domaine de la liberté de culte des droits de l'homme. Mais ça voulait dire, c'est le risque musulman, hein, ce risque pour les droits de l'homme. Et donc ce moment 2003, pour moi, c'est c'est l'événement marquant du début d'une crise qui n'est plus seulement économique et sociale, qui est forte dès les années 80, mais d'une crise qui est une crise symbolique de l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe a perdu sa place symbolique planétaire. Et là, on va avoir toute une série de débats sur les identités nationales, sur l'ensemble des territoires européens, et on va commencer à focaliser sur l'islam, non pas comme une menace effrayante, mais passivement effrayante, parce que les musulmans sont trop nombreux, parce qu'ils sont violents, parce qu'ils sont ceci ou cela, mais comme une menace effrayante dans le sens où il y aurait une intention unifiée. Et on voit bien que là, on est dans une crise d'identité. Ça répond à une crise d'identité, parce que la crise d'identité, comme le mot identité l'indique, c'est que lorsqu'on a peur de ne plus être identique à ce qu'on a été. Et donc, on suppose une intention. Et on va... Voilà. Alors, est-ce que vous avez envie de réagir l'un ou l'autre à ce que vient de dire Raphaël Laugier sur la jeunesse, justement, de cette vision? Moi, je voudrais bien dire quelque chose, effectivement, sur deux temps forts, qui me semblent deux dates, enfin, deux périodes de visibilité traumatisante, j'appelle ça, pour l'opinion publique française. C'est la fameuse marche pour l'égalité des droits et contre le racisme de 1983, dont on va fêter les 30 ans d'ailleurs, pour démontrer que pas grand-chose a évolué. Les choses ont peut-être même empiré en ce qui concerne les problématiques qu'on avait soulevées à l'époque. Moi, je fais partie de ceux qui ont organisé des comités d'accueil de la marche à l'époque. C'était une période traumatisante dans le sens où on voit apparaître la deuxième génération d'immigration qui réclame les mêmes droits que les Français dits de souche et qui active et qui ne se contente pas de faire les travaux publics, le bâtiment et de raser les murs et d'aller prier dans les caves dans la discrétion la plus totale. Donc là, il y a une sorte de revendication un peu, j'allais dire, politique, identitaire aussi, parce qu'on réclamait l'égalité des droits et la citoyenneté française. On a eu beaucoup de mal au sortir de la guerre d'Algérie à amener des jeunes à se dire « je suis français ». Nous, on était contents de dire « je suis français et je demande les mêmes droits que les Français ». Et ça a été le premier choc, mais qui a été atténué par la bienveillance, j'allais dire, de l'Église catholique, des protestants, de tout le courant catholique qui a été bienveillant et qui a été un peu accompagnateur de cette marche. Il faut savoir que les deux figures emblématiques, c'était Jean Costil et Christian Delorme. C'était un pasteur et un curé, mais qui étaient dans un rapport un petit peu condescendant, j'allais dire, compassionnel, ou je ne sais pas comment on appelle ça. D'autres diront paternaliste. Donc ça a un peu atténué le choc. Et le deuxième choc traumatisant pour moi, c'est l'apparence de l'islam de France, des jeunes musulmans de France. Et l'histoire a fait que j'étais aussi acteur dans cette dynamique-là. Et à partir des fin des années 80, on s'est rendu compte que la revendication de l'égalité de droit ne marchait pas, malgré, j'allais dire, la volonté de francisation des noms. Je ne sais pas, peut-être les anciens se rappellent, Mohamed, on l'appelait pas Mohamed, on l'appelait Momo. Fatima, on l'appelait Fafa. Sonia, on l'appelait Soussou, etc. pour, j'allais dire, blanchir, entre guillemets, permettez-moi le terme, les prénoms pour dire, ah ben voilà, je fais la concession nécessaire pour être accepté. Donc on s'est rendu compte que ça ne marchait pas non plus. Et la crise sociale aidant, l'instruction aidant, ma génération, en tout cas la deuxième génération, on a eu, pour beaucoup d'entre nous, un retour vers l'islam comme élément d'identification, comme recherche spirituelle identitaire, et on s'est, j'allais dire, approprié l'islam. Et cette appropriation-là a renforcé notre volonté de citoyenneté.
Parce que pour nous, ce n'est pas contradictoire. Un musulman, normalement, c'est un bon citoyen. C'est quelqu'un qui doit être actif, qui doit être efficace et qui doit être, j'allais dire, au service de l'humanité. Donc on est venu, nous, à cette époque-là, réclamer, à rajouter une couche, si je puis dire. Résultat des courses, effectivement, on a une sorte un peu d'inquiétude de cette visibilité. Alors la visibilité aujourd'hui, elle est d'autant plus inquiétante qu'elle se traduit par des spécificités vestimentaires, culinaires, de revendications qui diffèrent, j'allais dire, de la tradition française, entre guillemets, et c'est effectivement ça. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, Vénel, dans le même sens, je voudrais dire, notamment à tous ceux qui nous écoutent, pourquoi le livre Raphaël Liogier est une très bonne action. Et je suppose que c'est pour ça que les Bernardins et la chaîne KTO ont voulu faire ce débat. En l'ayant refermé, puisque c'est un livre très pédagogique qui nous met sous les yeux comment nous nous laissons emporter, pas seulement dans le café du commerce, et c'est ça qui est le plus inquiétant, y compris dans des sphères intellectuelles, dans des sphères qui seraient plus là pour nous indiquer la voie de la raison, de la connaissance, du savoir. Comment, en clair, des idéologies très dangereuses nous saisissent dans cette stigmatisation de l'islam et de nos compatriotes musulmans. Et en le refermant le livre, je pensais à cette phrase qui m'a toujours frappé comme journaliste de François Mauriac, écrivain chrétien catholique s'il en est, dans les années 50, dans les années de la décolonisation que nous n'avons pas su faire correctement, dans les années de la torture, dans les années des crimes d'État. Et Mauriac disait, au moment d'une saisie d'un numéro de l'Express, il avait dit « Je ne sais pas s'il existe un crime d'indiscrétion, c'est pour nous journalistes, mais il existe un crime de silence. Et au moment du jugement, nous ne serons pas accusés d'avoir trop parlé, mais de nous être tus. » Je pense qu'il faut arrêter de se taire. Et je pense que ça concerne particulièrement ceux qui ont une croyance, puisqu'il s'agit de compatriotes qui affirment et revendiquent leur foi et leur croyance dans une république qui, je le rappelle, après quelques montagnes de cadavres, en 1945, et nous avons gardé ça dans le préambule de la Constitution actuelle, est une république qui a ajouté ça. Pourquoi on l'a ajouté? Parce qu'on sait qu'il y a des idéologies qui peuvent, si ça tourne mal, donner lieu à la volonté de suppression, d'effacement, de destruction de ceux que l'on a stigmatisés. Je rappelle donc que le préambule de notre Constitution dit que nous ne faisons pas de distinction selon, ce sont des mots d'époque, l'origine, la race, la religion. Ce qui veut dire d'où l'on vient, l'apparence et qu'est-ce que l'on croit. Et que l'on respecte toutes les croyances. Et donc, ce livre tombe cette année, quand même, il faut que nous regardions les choses en face. Et il faut toujours, dans un débat, se mettre à la place de l'autre. Comment il vit ça, et de son silence aussi. Comment il intègre ça. Quand même, vous êtes dans un pays où vous avez une histoire. Vous faites partie de nos immigrations de l'histoire coloniale. Vous avez... Qu'est-ce que c'est être musulman? C'est aussi bien une origine, c'est aussi bien une culture, c'est aussi bien une croyance, c'est aussi bien... Il y a différentes façons d'être musulman. Comme il y a... Nous sommes un pays à majorité chrétienne, il y a différentes façons d'être chrétien. Parfois, certains s'en souviennent au moment de mourir, d'autres moments, mais voilà, c'est tout cela. Cette année, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Qu'il y avait des civilisations inférieures. Et c'était l'islam qui était désigné comme une civilisation inférieure, en pleine campagne présidentielle. Vous savez que ce langage-là a entraîné des catastrophes. Je rappelle, j'ai amené mon Peggy, parce que pour moi, dans ces cas-là, je me tourne vers Peggy, qui disait qu'on ne devait laisser personne à la porte de la cité. Mais le Peggy, il nous a, lui aussi, il est tombé dans un certain aveuglement. Il y a des pages terribles de Peggy où il dit, voilà, il y a une race française et il y a une race allemande. Et la race allemande sera toujours du côté de la barbarie. Et nous savons quelle barbarie ça a donné des deux côtés. Donc, civilisation inférieure, ça a été dit, en pleine campagne présidentielle, il y a le chômage, il y a la crise, la viande halal comme sujet central, ce qui vise aussi d'autres pratiques, d'autres cultes, notamment les Juifs de France. Et puis par ailleurs, il y a toutes sortes de pratiques dans les religions que nous devons respecter. Mais ça a continué, le pain au chocolat qu'on va vous enlever de la bouche au moment du Ramadan, dit par des gens que l'on pense cultivés et raisonnables. Ce mot d'assimilation aussi qui est rentré dans le langage et qui est un mot colonial. Notre histoire nous a appris ça quand même.
quand on demande à l'autre de s'assimiler, s'intégrer, c'est autre chose, avoir des règles de vie, de cohabitation. S'assimiler, c'est demander de disparaître. Ça veut dire que tu dois me ressembler. Tu ne dois plus être comme moi. Et en rendant compte du livre de Raphaël Lioger, nous avons souligné, vous vouliez qu'on en parle, je vous devance peut-être, c'est une des hebdomadaires cet automne. Notamment cet islam sans gêne. C'est celle de l'Express, le vrai coup de l'immigration, mais cet islam sans gêne, avec une photographie d'une femme ayant donc le voile intégral, ce qui n'est pas la pratique dominante de nos... voilà. Mais je voudrais insister là-dessus parce que ça veut dire, cet islam sans gêne, ça veut dire en effet, il y a une histoire et il y a eu une invisibilité de construite de ces travailleurs. Allez à la cité de l'immigration, voir l'histoire de l'immigration algérienne. Soyez discrets, taisez-vous, ne revendiquez pas. L'histoire passe, l'intégration se fait, et donc dans les familles, et c'est notamment les femmes qui sont l'agent de cette modernité, dans les deux sens, que ce soit la religion ou que ce soit l'émancipation dans les pratiques, dans la modernité. C'est l'idée, nous sommes nous, donc nous ne nous effaçons pas. Attention, je vous dis juste, les mots sont importants, de demander, de désirer, de souhaiter, de laisser cette idée d'effacement. C'est très grave, parce que ça vise des êtres de chair, qui vivent, qui sont là. Vous dites les mots sont importants et ce mot-là d'islamisation est important parce qu'il se banalise également dans la bouche d'experts, de journalistes, d'hommes politiques. Et on a l'impression finalement qu'il a la force de l'évidence, ce mot, non ? Oui. Alors, vous disiez que le livre de Raphaël Lioger était très pédagogique. On n'aura pas le temps de passer en revue cette pédagogie-là. Mais Raphaël Lioger, vous faites référence à tous ces chiffres qui circulent depuis les années 2000, justement, sur Internet ou ailleurs, d'ailleurs. Et vous avez proposé, dans ce livre, d'étudier très précisément 3 volets de chiffres sur lesquels vous revenez. J'aimerais qu'on revienne, mais très rapidement, sur ces 3 points pour montrer combien on est dans des idées fausses bien souvent. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que la question des chiffres, au départ, je ne comptais pas l'intégrer dans le livre. Et c'est mon éditeur qui... parce que je trouvais que ce n'était pas pertinent. Je me disais, c'est pas parce qu'on est plus nombreux, imaginons que ce soit vrai. Enfin, ça pose pas un problème pour la démocratie, ça pose pas un problème pour la liberté, a priori. Donc, c'était pas ça qui m'intéressait. Et mon éditeur me dit, bien... c'est pas grave, il faut le faire quand même, puisque ça fait partie du mythe, puisque c'est aussi construit sur les chiffres, c'est-à-dire que les statistiques participent à cet ensemble mythique, mais vous devez le faire, vous devez absolument le faire. Et il me dit, ne serait-ce que parce que même moi j'ai un certain nombre de préjugés là-dessus, j'aimerais bien savoir ce que vous trouvez. Alors ces chiffres, ils concernent la natalité, l'immigration et la conversion. Oui, parce que quand on parle d'islamisation, quand on met le processus islamisation, on dit 2 choses. On dit une chose, enfin... Du point de vue quantitatif, on veut dire qu'il y a un accroissement. Et on dit autre chose. Quand on dit islamisation, on veut dire justement, qualitativement, qu'il y a une intention unifiée, qu'il y a une intention d'en découdre, d'occuper le territoire. On ne se visibilise pas pour se visibiliser, mais on se visibilise parce qu'on veut s'imposer, etc. Éventuellement un complot. Ça, voilà. Ça, c'est le deuxième point que j'ai examiné ensuite en essayant d'examiner dans le détail et en suspendant même au maximum les jugements que je pouvais avoir sur la question. Mais dans un premier temps, j'ai fait ce travail. Je me suis plongé dans les Eurostat, dans toutes les enquêtes que j'ai pu trouver sur ces questions, parce que j'ai vu effectivement qu'il y avait sur Internet, je les ai répertoriés, un certain nombre de chiffres qui circulaient de façon sauvage. Alors, si on veut revenir précisément, justement, sur ce qui est dit. Et donc, il y a 3 volets. Parce que pour qu'il y ait cette progression quantitative, il y a trois manières, c'est tout. Il y a la natalité, la conversion, et puis l'immigration. Donc, j'ai essayé d'examiner ces 3 points, en essayant d'être le plus détaillé possible. Et je me suis rendu compte, à vrai dire aussi à ma stupéfaction, parce que je ne le savais pas, pour tout dire, que du point de vue de l'immigration, il y avait eu un tassement de l'immigration en provenance, en particulier d'Afrique du Nord. Toujours, effectivement, le Maroc est toujours la première source d'immigration vers l'Europe, mais juste derrière, on a la Chine. En tout cas, des analyses que j'avais faites à l'époque, c'est-à-dire je me fixais sur des statistiques de 2008, ça a peut-être évolué entre-temps. Bon. Mais très clairement, on voyait qu'il y avait un changement et que la principale masse
migratoire. C'est une masse migratoire intra-européenne, si je puis dire, de la Pologne et de la Roumanie vers l'Europe de l'Ouest, là, qui est 3 ou 4 fois supérieure à, par exemple, l'immigration marocaine, qui est la plus grosse immigration en provenance vers l'Europe non européenne. Donc juste sur ce plan-là. Sur le plan de la natalité, je me suis rendu compte que la plupart des pays musulmans dans le monde sont dans un effondrement de la fécondité des femmes. Que ce soit l'Indonésie, le premier pays musulman du monde, l'Iran, qui détient, je crois, un des records d'écrasement de la natalité, qui est en dessous du seuil de renouvellement des générations depuis déjà maintenant assez longtemps, mais même le Maghreb, et y compris un pays comme l'Algérie, qui était l'objet des fantasmes du général de Gaulle lui-même, qui évoquait cette espèce de déferlement, de multiplication. Eh bien, même l'Algérie, ces dernières années, c'est un peu plus récent, ces dernières années, la fécondité des femmes s'est véritablement effondrée au point que ça provoque un débat national. C'est en dessous du renouvellement des générations, c'est-à-dire en dessous de la France. Et en interne, on peut dire en France même, théoriquement, on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques ou ethno-religieuses, mais il se trouve que j'ai trouvé une enquête allemande de 2007, donc pas si récente, qui a été très bien faite, ou qui examine la fécondité des femmes théoriquement musulmanes, parce qu'en Allemagne, elles seraient d'origine turque, parce qu'au Royaume-Uni, elles seraient d'origine pakistanaise, en France, d'origine maghrébine. Eh bien, on observe qu'il y a eu 3 grandes phases. Années 70, 2 enfants de différence avec la moyenne nationale de ces différents pays. 96, ça change, ça devient 1 enfant. Et puis à partir des années 2000, il y a une égalisation. Mais ce qui est assez intéressant pour le sociologue, c'est que la natalité, la fécondité de ces personnes, théoriquement musulmanes parce qu'elles seraient d'origine maghrébine, par exemple, eh bien, continue à baisser alors qu'il y a une stabilisation de la moyenne nationale. Ce qui veut dire que on peut se poser la question pourquoi ? Peut-être parce que, justement, on a ces populations qui sont plus pauvres en général, ont plus de mal à trouver leur marque, à se marier, etc. Contrairement à ce qu'on croit, chez les jeunes femmes voilées, on trouve énormément de femmes célibataires. Par exemple, chez les femmes qui portent le niqab aussi. Alors, intervention des 2 invités qui il y a la conversion aussi. Bon. Edoui Plenel et M. Chambly. Non, moi je voulais dire, c'est 2 choses par rapport à cette question sur les chiffres. Surtout ce qui a été dit à la fin, un livre et qui est cité par Raphaël Liogier était prophétique là-dessus, c'est Le rendez-vous des civilisations de Todd et Courbage, 2 démographes qui montraient, avant qu'il y ait les événements d'il y a 2 ans dans la Tunisie, puis le reste du monde arabe ou du monde musulman, qui était cette convergence, hein, c'est-à-dire par rapport, bien sûr, on se dit l'islam, l'Iran, on se dit qu'il y a les droits des femmes, leur expression dans l'espace public, etc., est brimée, et on s'aperçoit que dans l'espace domestique se fait une transition, ou en clair, pour dire les choses très clairement, la transition démographique se fait, c'est-à-dire que les femmes maîtrisent la procréation. Ce n'est pas l'homme qui leur impose 9 enfants, etc. Et elles sont majoritaires à l'université et dans le corps enseignant universitaire, elles ne l'étaient pas il y a 30 ans. On s'aperçoit que sur l'aspect de l'éducation et de ce qui est au cœur des pratiques d'une famille, se passe une convergence par rapport à notre histoire. C'est le cœur de ce qui s'est passé dans l'ébranlement de ces pays, parce que notre enfermement que nous voyons là, hein, de peur, fait qu'on ne voit plus l'autre. Donc on ne le comprend plus. Donc on voit un événement. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie ? On n'a pas compris. Parce on se dit, il y a des terroristes islamistes, donc il faut s'accommoder de dictature. Donc du coup, on ne voit rien de ce qui se passe. Et on voit tout d'un coup des gens qui surgissent avec des idéaux d'égalité, de liberté. Bien sûr que la transition est compliquée, mais en l'occurrence, il s'est passé un événement essentiel. C'est qu'a surgi une force d'islam politique qui s'est dissociée de son extrême droite, pour dire clairement, les salafistes. Alors bien sûr que tout ça est compliqué, bien sûr que ce sont des processus, la Révolution française, hein, les massacres de septembre, il y a eu des processus compliqués. Mais dans ce processus-là, c'est qu'une société s'est remise en branle. C'est cette société-là que nous n'arrivions plus à voir, que nous ne voulions plus voir, et du coup, nous l'enfermions dans nos propres clichés. Et c'est là où je voulais dire un dernier point. Vous avez posé la question des chiffres, et c'est bien de l'affronter. En même temps, par rapport à ceux qui sont saisis par ces passions mortifères de diabolisation de l'autre, parce qu'il est différent, parce qu'il n'a pas le même culte, parce qu'il n'a pas la même histoire, on ne les raisonne pas par des chiffres. Et c'est là, pour moi, le point important et que je voudrais faire partager. Il nous faut un imaginaire commun qui soit plus fort que celui-là.
et qui soit l'imaginaire de ce qu'est notre pays. Moi, je rappelle souvent, je suis un Breton qui est fils d'un père catholique, qui a servi longtemps la messe, d'une mère protestante. Et je vous assure que la rencontre d'un protestant et d'une catholique en 1944 en Bretagne, c'était pas si évident. Mes grands-mères ont toujours porté quelque chose sur la tête, parce qu'on ne sortait pas en cheveux dans la Bretagne de cette époque, et que c'était les mauvaises femmes qui sortaient en cheveux. J'ai grandi dans le monde de la créolisation, du métissage aux Antilles. J'ai grandi ensuite en Algérie, où j'ai connu, avec tous mes camarades, un islam tolérant, vivant, divers et varié. Et ma compagne est issue des communautés juives d'Europe victimes du génocide. Je suis tout ça. Je suis français, comme beaucoup d'autres Français. Et je ne suis pas un laïc sectaire qui, au contraire, je pense que la laïcité, c'est que les religions ont leur espace et que, par ailleurs, on construit quelque chose ensemble. Alors, où est-ce que je vais en venir? Et je suis sans doute trop long. Quelle est l'histoire? C'est celle de nos propres peurs. Et c'est ça que pointe Liogier. C'est-à-dire, depuis 5 siècles, notre monde, l'Europe, a donné le là du monde. Dans une histoire qui commence, je vous le rappelle, dans ce moment terrible d'ouverture, on se projette sur le monde, c'est colons, et de fermeture. C'est en même temps l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est les guerres de religion, c'est les catholiques et les protestants qui se massacrent, mais c'est comme ça que commence l'unification du monde. Depuis 5 siècles, tout le monde, l'univers, la Terre, a à voir avec nos religions, nos cultures, nos histoires, nos armées, nos commerces, pour le meilleur ou pour le pire, nos auteurs. Bon, c'est comme ça. Cette histoire-là se termine. Nous ne sommes pas ceux qui donneront le là du monde. Est-ce que face à ça, nous allons nous renfermer, chasser des boucs émissaires, chercher des boucs émissaires de notre propre déclin, de notre propre chute, ou au contraire se dire on peut vivre et être heureux sans être dominant, sans être puissant, sans être écrasant. On peut apprendre de la fragilité du monde. Qu'est-ce que c'est que les religions aussi, quand elles ne veulent pas être dominantes et conquérantes? C'est aussi apprendre à respecter, etc. Donc, pour moi, il y a un vrai enjeu. C'est comment, et qui traverse toute notre cité, c'est comment nous réinventons un imaginaire commun de notre histoire, de ce pays, qui est un creuset spécifique et qui a une immense chance. La fille aînée de l'Église, l'édit de Nantes, la plus grande communauté musulmane d'Europe, la plus grande communauté juive rescapée du génocide, la créolisation avec les Outre-mer, et en même temps la laïcité, si on la voit comme elle devrait être, eh bien c'est une chance par rapport au monde tel qu'il est. Et donc, pour moi, c'est un enjeu, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train, et les médias ont une grande responsabilité là-dedans, d'aller dans le cliché, de ne plus connaître nos compatriotes musulmans, de ne pas aller voir comment ils vivent. Vous avez, je sais, vous, Mediapart, on essaye de raconter cela, comment ils vivent, comment ils pratiquent, qui ils sont, quelle est leur histoire, de ne plus voir que le cliché islam égale islamisme égale terrorisme. L'actualité est là pour nous le dire. Et pour moi, je suis vraiment inquiet, parce que c'est comme ça que les catastrophes arrivent. Elles n'arrivent pas comme des surprises, les catastrophes. Elles arrivent comme des habitudes que l'on prend et où on a accepté des choses comme celles que je viens de rappeler sur cette année, qui ne sont pas dignes d'un pays comme le nôtre. Abdelaziz Chambi, oui. vous disiez, je vous ai parlé au téléphone il y a quelques jours, que vous étiez prêt à affronter des questions qui fâchent et des réalités qui préoccupent aussi les gens qui ne connaissent pas forcément la religion de l'islam. Il y a d'abord cette première idée que l'islam, c'est une religion qui prône les valeurs guerrières, une religion qui est offensive, qui voudrait une soumission totale à sa vérité. Autrement dit, une religion qui recommanderait la violence à l'égard des femmes, par exemple, ou à l'égard de ceux qui ne croient pas. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Peut-être au préalable, pour se renchérir ce qu'a dit M. Plenel, et que je partage parfaitement, parce qu'il a, en gros, il a dépassé le travail excellent qu'a fait Raphaël Liogier sur le démontage de l'argumentaire avancé souvent par le nombre, etc., par les mythes et les fantasmes. Mais je dirais qu'au-delà de ça, qu'est-ce qui nous préoccupe? Et admettons que les chiffres ne donnent pas raison à Raphaël Liogier. Admettons que les musulmans prolifèrent, comme diraient certains,
ont un taux de reproduction qui est plus important que la moyenne nationale. Admettons qu'il y a plus de convertis à l'islam. Qu'est-ce qui nous préoccupe en réalité? Moi, personnellement, en tant que citoyen de ce pays, c'est comment on peut construire le vivre ensemble, quelles que soient nos appartenances, et comment on peut protéger les institutions de la République pour faire en sorte qu'une communauté ou une religion ne prenne pas le dessus sur une autre. Aujourd'hui, quand on voit, si on prend ce raisonnement fantasmagorique ou en tout cas de peur, on dirait que les États-Unis ne sont plus les États-Unis. Les Portoricains aujourd'hui sont en train de devenir très importants et peut-être dans quelques décennies, les Hispaniques sont en train de devenir peut-être dans les 10-20 ans prochains majoritaires. Donc, est-ce que pour autant les États-Unis ne sont plus les États-Unis? Parce que les États-Unis sont d'une autre disposition. Aujourd'hui, effectivement, ce qui fait défaut, c'est une forme de surdité de la République. C'est une forme de surdité des hommes et des femmes politiques depuis à peu près 30 ans, depuis les fameuses émergences dont je parle de ces phénomènes identitaires des jeunes issus des quartiers et de l'islam de France, où tellement on a été sourd qu'on a fait exploser la marmite. J'ai parlé de Khaled Kelkal, Mohamed Merah. Ce sont des phénomènes, pour moi, qui sont explicables, qui sont, j'allais dire, qui coulent de source, vu la surdité et le non-traitement de ces problématiques par la République. On a renvoyé ça à l'étranger. On a dit non, l'islam, il ne peut pas être d'ici. Moi, je me rappelle quand on travaillait sur la question de l'islam dans les quartiers de ça, on se disait, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Afghanistan? Et le fils en Algérie, et le GIA, et l'Iran, et l'État liban, etc. On a dit, mais attendez, mais nous, c'est pas notre truc. Moi, je ne connais pas de talibans, moi, je suis citoyen français de confession musulmane. J'ai découvert l'islam, moi, de manière autodidacte. J'ai découvert qu'il y avait une spiritualité, qu'il y avait un mode de vie, qu'il y avait des choses que la plupart de nos concitoyens ne connaissent pas. J'ai expliqué dans un débat dernièrement, j'ai dit aux journalistes, j'ai dit, excusez-moi, je suis ici depuis plus de 40 ans, vous avez des voisins ou des amis ou des collègues de travail qui sont des musulmans, et vous connaissez moins sur eux que ce que vous connaissez sur les Américains, par exemple. En termes de culture, on est envahi par la culture américaine aujourd'hui, que ce soit sur le plan culinaire, vestimentaire, musical, cinématographique. Et sur le Maghreb, je lui disais, alors à titre de plaisanterie, je disais, les merguez et le couscous, c'est les pieds noirs qui l'ont ramé, c'est même pas nous. Alors, il y a Raphaël Lioger qui avait envie de... Non, juste pour dire que c'est seulement un quart du livre où il y a des chiffres. Parce que l'essentiel du livre... C'est sur ce qu'a évoqué Louis Plenel, c'est-à-dire sur et la fin du livre, c'est sur justement cette crise d'identité européenne, et c'est ça qui justifie l'appellation obsessionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un théâtre paranoïaque. Et là justement, qui fabrique. Exactement, et c'est là où je... L'injonction schizophrénique. Voilà, la pathologie appelle la pathologie. Exactement. Et je dis juste parce que c'est un point très important. Dans le débat américain, je rappelle que la France n'a pas suivi l'aventure de George Bush à l'époque, grâce à Jacques Chirac et son gouvernement et Dominique de Villepin. Je rappelle juste que dans ce débat américain, où les États-Unis eux-mêmes se sont fait leur autocritique, il y a une formule par rapport à ce qu'ils appelaient politics of fear, politique de la peur. C'est-à-dire, on crée quelque chose. Et là, il y a une machine idéologique et politique. Et du coup, en anglais, ça sonne bien, c'est self-fulfilling prophecy. La prophétie auto-réalisatrice. C'est-à-dire, vous créez la peur, et du coup, vous avez un jour les monstres que vous appelez de vos voeux. Et c'est terrible, parce que du coup, tout le monde est enfermé. La peur, ça ne permet pas de raisonner, c'est la panique, c'est l'angoisse, c'est l'inquiétude, c'est la passion, etc. C'est ça que j'appelle le cheminement vers la catastrophe. Mais pardon, je vous ai interrompu. Très bien. Au contraire, parce que ce que je voudrais aussi ligner, c'est que le mythe de l'islamisation, c'est aussi la mise en scène que l'Europe se fait elle-même de sa propre disparition. C'est-à-dire, elle fait la mise en scène de son effondrement. Et dans la mise en scène de son effondrement, elle a deux conséquences essentielles. Il y en a une multitude d'autres. Un, c'est l'émergence d'un nouveau populisme européaniste qui transforme complètement la logique classique de l'extrême droite. On le voit dans certains discours, y compris le discours de Marine Le Pen en France, mais je le souligne dans le livre, des discours qu'on retrouve en Autriche, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Hollande, où ils ont pris le pouvoir. Donc c'est un discours de prise de pouvoir, c'est un populisme qui est, on pourrait dire, comme il y avait dans les années 30 du national-socialisme, c'est de l'européo-socialisme, c'est-à-dire on voit le discours de Marine Le Pen, c'est anticapitaliste du point de vue économique, et toutes les autres options sont fondées sur le rejet de l'islam, c'est-à-dire même son rapport, sa défense de l'homosexualité, parce que les musulmans sont supposés, sa défense même de la souffrance des animaux, qui, vous l'avouerez, pas un thème classique de l'extrême droite française. Alors ce nouveau populisme, voilà, exactement.
Et ça, c'est du point de vue politique, le grand danger politique, c'est-à-dire que même le conflit qui est récent en dehors du conflit de personnes, à l'intérieur de l'UMP, entre la droite forte de Jean-François Copé et une droite moins forte eh bien, c'est aussi en rapport avec ce populisme. D'ailleurs, on regarde le titre 3 de la charte de la droite forte, porte entièrement sur l'islam, en disant qu'il faut faire signer aux représentants de l'islam des chartes, comme quoi ils respectent les femmes, etc. Parce que ce texte dit qu'il y a une seule religion, pas les bouddhistes, pas le consistoire, pas etc., qui doit signer spécifiquement un texte. C'est ça le côté. C'est une atteinte à la République, c'est une atteinte à ce que les religions ont conquis dans la République. Mais c'est le programme mis en place en 2003 avec cette idée qu'à un moment donné, la laïcité est en contradiction avec les droits de l'homme, donc il faut agir. Et le deuxième aspect, en parlant de prophétie autoréalisatrice, qui me semble grave, c'est que cette mise en scène, elle met en scène comme un théâtre, avec 4 personnages essentiels. Le héros qui défend la civilisation, l'Europe, contre l'islam. Et ce héros, ça peut être un journaliste. Là, il y a une responsabilité à un certain niveau de journalistes qui prétendent défendre l'Occident, l'Europe ou je ne sais quoi contre l'islam. Mais lorsque ce discours est entendu par un individu qui est économiquement à la marge, socialement en difficulté et psychologiquement fragile, eh bien, ça fait un Anders Breivik qui ne trouve même pas de musulmans à tuer, mais seulement d'individus qu'il suppose être des défenseurs de l'islam. Ça, c'est le deuxième héros, voilà. celui qui ça, va c'est se le héros. poser Voilà. Et on a ensuite le peuple trompé. C'est une sorte de majorité de ce peuple qui est trompé et qui sert de légitimation au discours du héros. C'est-à-dire le héros, il s'appuie sur ce peuple trompé, que l'on trompe, on ne lui dit pas la vérité. Le troisième personnage, c'est le traître multiculturaliste. C'est celui qui dit qu'il faudrait quand même songer à défendre les droits de l'homme. C'est par exemple vous alors on l'appelle islamo-gauchiste. On appelle les islamo-gauchistes, Voilà, effectivement, tout un courant de mais on va dire, progressistes au mieux, on va dire c'est un idiot utile. C'est au mieux. Mais au pire, c'est qu'il sait qu'ils ont déjà gagné, entre guillemets, donc il se met du côté des plus forts. Voilà. Et puis, il y a le quatrième personnage, c'est le djihadiste. C'est le djihadiste qu'on appelait jadis l'islamiste. On s'est rendu compte que c'était plus compliqué. On a fini par appeler ça les frères musulmans. On s'est rendu compte que c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, on appelle ça salafiste. Mais dans tous les cas, cette posture du djihadiste, qui est répulsive pour 99% d'entre nous et pour 99,99% aussi des musulmans, eh bien, elle devient attractive pour un individu qui, à un moment donné, se trouve lui aussi en situation économique et sociale difficile, et puis fragile psychologiquement. Et ça fait Mohamed Merah, qui, je le rappelle, a voulu entrer dans la Légion, a fait toute une série de choses, était un musulman de la dernière heure et pas très pratiquant, mais l'islam devient un vêtement aléatoire pour passer à l'action. Ce qui fait, et j'en terminerai par là sur ce point, qu'à mon sens, Anders Breivik est devenu Anders Breivik. Le tueur de Norvège qui a exécuté 77 personnes. Parce qu'il est blond, aux yeux bleus, d'ascendance européenne évidente. Et du coup, son ennemi, c'est forcément ceux qui lui empêchent d'être ce qu'il voudrait être dans sa frustration. Donc, c'est le musulman. En revanche, Mohamed Merah, qui est d'origine arabe, maghrébine, qui est dans un contexte particulier, etc., son ennemi, ça devient le blanc, ça devient éventuellement le juif, parce qu'en raison d'une projection de ce qui se voit comme étant la culture dominante qui l'oppresse, etc. Mais Mohamed Merah aurait été blond aux yeux bleus et se serait appelé autrement, il serait devenu Anders Breivik, et inversement. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de théâtre tragique où tout peut arriver parce que ce mythe potentialise les passages à l'acte criminel. C'est ça qui me semble quand même grave. Voilà. Edoui Plenel et ensuite... Oui. Non, juste pour revenir un peu sur votre question, effectivement, aujourd'hui, c'est un phénomène d'ignorance, j'allais dire crasse, excusez-moi le terme, de l'opinion publique sur ce qu'est l'islam. Aujourd'hui, quand on veut savoir qu'est-ce qui se passe autour de la question de l'islam, on regarde la télé, au mieux aujourd'hui on a un peu Internet, bon, pour ceux qui se donnent la peine, et sur Internet il y a quand même la possibilité de découvrir des choses de manière un peu plus objective que dans les médias nationaux. Il y a une sorte de, comment dirais-je, Edoui Plenel l'a rappelé, effectivement une sorte de fonds de commerce sur cette question de la diabolisation de l'autre. L'islamophobie, on l'a vu, ça a été effectivement un fonds de campagne électorale. Quand on entend au sortir des élections Monsieur Copé qui dit qu'il faut revenir aux fondamentaux.
Pour lui, les fondamentaux, c'est l'identité nationale, la menace de l'identité nationale, sous-entendu, menacée par les musulmans. Ceci dit, pour revenir, l'islam, c'est pas, j'allais dire, la traduction qui en est faite dans un certain nombre de contrées autour de la planète. L'islam, et Duplain l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est divers et varié, c'est pas uniforme. L'islam au Sénégal n'est pas l'islam vécu en Arabie Saoudite, ou l'islam qu'on vit en France est différent même de l'islam qu'on vit au Maghreb. Donc une très grande méconnaissance. Il y a une très grande méconnaissance, et moi j'invite les gens, et c'est vrai que je me suis permis, moi, il y a un écrivain qui est dans la salle, qui a écrit un livre, j'ai mis quelques exemplaires ici, vous pourrez les prendre, c'est offert à titre gracieux, au sujet des caricatures sur le prophète de l'islam. Donc on a fait un film pour ternir l'image. C'est-à-dire, au lieu de faire de la pédagogie, on fait de la diabolisation. C'est-à-dire, au lieu de travailler sur ce qui nous rapproche, et c'est vice-versa. Hein. Je ne dis pas que c'est que d'un côté, je ne suis pas manichéen. Chez les musulmans aussi, c'est la réponse du berger à la bergère. On devient salafiste, on devient extrémiste, on rentre en rupture avec l'autre, et quitte à aller prôner le djihad sous d'autres cieux contre le mécréant, le blanc, etc., etc. Résultat des courses, on va même à l'encontre de l'islam. Et je vais rappeler un verset qui est très, très, très parlant, peut-être que vous avez entendu déjà, un verset qui est dans la sourate des appartements, c'est la sourate numéro 49, le verset 13, où Dieu dit, en parlant à l'humanité, « Je vous ai créé d'un homme et d'une femme, j'ai fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. » Et ce mot-là, je vous invite à vous arrêter dessus. Entreconnaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'interactivité. C'est pas la société multiculturelle dont certains nous rabâchent les oreilles en disant « Attention, ils veulent vivre à part le communautaire. » Non, c'est pas vrai. C'est l'interculturel. C'est comment moi, je peux, avec du Plenel, découvrir qu'on a des points communs. Comment je peux lui faire goûter le couscous et peut-être qu'il va me faire goûter le plat local je sais pas, de telle ou telle région. C'est comment mes fêtes et ses fêtes, on peut les partager. Comment, au moment où lui fait sa fête, j'essaie de comprendre le sens de ce que c'est que sa fête. Comment lui, quand il exprime ses idées ou sa religion, je peux découvrir le sens de sa religion et pas m'arrêter simplement à la lettre en me disant oui, l'islam il prône, c'est ce que je disais, ce que je disais au téléphone. Dans le Coran, on parle de l'esclavage. L'esclavage n'existe plus. Donc on ne va pas dire qu'on réduit... Le Coran, pour ceux qui ne le savent pas, a été révélé sur une période de 23 années à des moments bien précis, à des contextes sociaux, économiques, culturels bien précis, pour apporter des réponses. La violence, voilà, sur la violence. Même les versets violents ou les choses qui font référence à la violence dans le livre, dans le Coran, sont en référence à des moments donnés de l'histoire de la naissance de l'islam, où il y avait un contexte où il fallait que ce ne soit pas le prophète de l'islam qui réponde, mais le divin qui réponde. Et le divin a donné des réponses dont certaines sont, j'allais dire, éternelles, entre guillemets, et d'autres sont circonstancielles. Elles correspondent à un moment donné de l'histoire de l'islam. Et si on se contente d'avoir des lectures au pied de la lettre, comme le font certains esprits malveillants, non mais pas seulement, certains esprits malveillants qui vous disent l'islam sans gêne et autre chose, ou les salafistes, entre guillemets, les littéralistes, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire on renforce les camps et on rentre dans une guerre de tranchées entre eux et nous, et c'est ça qu'il faut combattre aujourd'hui. Pour échanger avec Edoui Plenel, justement. Non, mais tout ça, très juste, parce que bon, y compris, ça a provoqué des débats chez les chrétiens quand Jérôme Prieur et Gérard Mordillat ont fait toutes leurs enquêtes sur Jésus. C'est-à-dire que, voilà, entre l'histoire, la croyance, les textes, sans même prendre les religions, prenons un texte universel de la Méditerranée, qui est l'Iliade et l'Odyssée, concerne toute la Méditerranée. Rouvrez-le et lisez à la fin les passages sur le massacre des prétendants par Ulysse. C'est un texte terrible, d'une violence inouïe, avec des tortures, avec on crève les yeux, on coupe tout. L'Ancien Testament. Voilà. Non mais justement, j'allais, voilà, je prenais un texte, voilà, je disais, voilà, je dis, compris, voilà, je ne prenais aucun texte canonique comme ça. Donc moi, premièrement, ça a été très bien dit là, nous sommes dans une crise de modernité qui nous traverse tous. L'islam vit une crise de modernité, une crise de transition. Bon, et avec évidemment des contradictions, des conflits, et ça nous occupe beaucoup, mais c'est une crise de modernité comme la nôtre. Quel est notre problème à nous ici? Nous avons une longue histoire de migration. Nous sommes faits de ça, migration intérieure, migration diverse, et nous avons une histoire qui est comment nous acceptons, comment nous avons, en colonisant, créé une histoire de migration. C'est très important. Je rappelle toujours que dans les forces françaises libres, en 1943, statistique faite à Londres, 66% de troupes coloniales, 18% de la Légion étrangère. Donc en clair, près de 80% de ceux qui ont permis à De Gaulle d'être à la table des vainqueurs, pour certains qui parlent aujourd'hui en France, ils ne seraient pas là. C'est-à-dire que
c'est notre histoire. Ça nous a fait aussi ça. Ça a rétabli la République et son histoire. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que le point de départ, et c'était très important de citer la marche de 83, et comment, en effet, la République n'a pas su faire ce saut. Toutes composantes, y compris les forces politiques de gauche, qui ont toujours servi d'ascenseur social au courant migratoire, les Espagnols, les Portugais, l'Europe centrale, les Juifs, etc., venus des migrations d'Europe centrale. Et puis, il y a eu un blocage là, lié à notre refus de prendre cette histoire. Je rappelle que la marche de 83 est une marche pour l'égalité. Des droits. Et les droits. On a préposé des droits. Voilà. Mais c'est important. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas d'identité. Comment on l'appelle dans les clichés journalistiques, la marche des beurs? Mais ils n'ont jamais dit. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous les avons renvoyés. Ah bon? Vous voulez que je sois absolument un arabe? Cette représentation. Vous voulez que je sois absolument? Ah ben, vous voyez, ben, je vais l'être parce que je suis fier. Et il y a eu les jeunes arabes de Lyon, ils ont été créés à Lyon. On va renverser ça. Et donc, je voudrais dire ça parce que, je vais faire une provocation pour nous tous. Une partie de la gauche cite souvent, et les laïcistes, une phrase d'un certain barbu qui s'appelait Karl Marx, « La religion est l'opium du peuple ». Eh bien, cette citation, dite comme ça, est fausse. Que dit ce texte? La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit des conditions sociales d'où l'esprit est exclu. Puis après, il dit l'opium du peuple, mais au sens du 19e siècle. On fume de l'opium pour sortir de sa condition, de son histoire, où on n'est pas considéré, où on n'est pas vu. C'est un texte de compréhension, c'est un texte d'interéchange, d'interconnaissance. Et c'est très beau d'avoir dit ça. Je parlais de... Il y a un poète qui, pour moi, a beaucoup compté, qui s'appelle Édouard Glissant, qui a été un grand poète de la Caraïbe francophone, et qui a fait l'éloge, justement, il n'aimait pas ce mot de métissage, il n'était pas ce mot de mélange, parce qu'il disait, on ne va pas créer d'autres identités, il y a des identités diverses, mais il n'y a d'identité qu'en relation. Et il parlait d'une philosophie, d'une poétique de la relation. Alors bien sûr que de part et d'autre, dans les deux camps, il y en a qui voudraient la guerre, mais nous devons reconstruire. Or la relation, c'est bouger, et c'est pour ça que je cite ça avant, c'est penser qu'il y a des dominants et des dominés. Derrière cette question de l'islam en France, il y a une question sociale. C'est la religion de population. Est-ce qu'on s'occupe de l'émir du Qatar sur l'islam? Est-ce qu'on s'occupe, etc. Voilà, quel est le problème? Le problème, il est aussi d'une indifférence à la question sociale. Et où revendiquer sa foi musulmane, c'est aussi trouver cette dignité quand on est opprimé socialement. Et que le catholicisme social s'en souvienne, s'il vous plaît. Ce que je voulais préciser tout de même, parce qu'on n'aura pas le temps d'y revenir, on a encore 4 minutes d'émission, je vous laisserai le mot de la fin, c'est que justement, je suis allée voir du côté de Mediapart et vous avez présenté le 8 janvier en exclusivité une enquête qui s'appelle « Trajectoire et origine » consacrée aux pratiques religieuses des immigrés et de leurs descendants français. Également, vous proposez l'interview d'un sociologue, Farhad, voilà, merci, vous l'avez bien mieux dit que moi, sur les détenus en France, puisque la moitié des détenus en France sont de confession musulmane. Il donne aussi des explications. Donc finalement, les moyens de s'informer, de comprendre et d'aller dans cet échange sont là. Encore faut-il savoir qu'ils existent et où ils se trouvent aussi. Oui, moi ce que je crois, c'est que quand on est dans une situation paranoïde, j'ose pas dire paranoïaque, on organise sa méconnaissance. On a besoin de méconnaître. Et aujourd'hui, moi je ne dis pas, l'objet du livre, c'est pas de dire que d'un côté, il y aurait des méchants, et puis de l'autre côté, les musulmans, tout irait bien dans l'islam. Non, il y a de graves problèmes, il y a des retards de modernité, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Mais la seule chose, c'est que l'islam a été unifié. Et à la limite, lorsqu'on a un problème de terrorisme qui se revendique comme musulman, on va avoir tellement tendance à unifier dans notre esprit, dire que c'est un problème musulman, plutôt de dire que c'est un problème de terrorisme, voilà, et qu'on va finir, même du point de vue de l'efficacité, et je vais même pas aller, même pas seulement du point de vue de l'efficacité, on ne va pas traiter le problème réel, en raison de cette espèce de généralisation, mais on va traiter notre propre problème psychologique, psychosocial vis-à-vis de l'islam, ce qui, même du point de vue de l'efficacité policière, est déficient.
Justement, pour rebondir sur ce que dit Raphaël Liogier, dans une autre émission, j'en parlais tout à l'heure, le présentateur commence son émission et dit je voudrais dire un mot. Il y avait plusieurs débats sur thématiques et il dit je voudrais dire un mot sur la chanteuse Diams, la rappeuse Diams. Il dit c'est quelqu'un qui a fait un choix. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une jeune qui est, enfin, chanteuse qui était trop populaire, rappeuse, etc. Très populaire et qui a décidé du jour au lendemain de devenir musulmane pratiquante et de porter un voile. Pas un tchador, un voile normal. Et elle explique sa démarche de conversion, etc. Et donc c'est Christophe Ondelat sur la nouvelle chaîne, la 23. Il commence en disant c'est l'artiste la plus détestée de France. C'est l'artiste, il y a eu des statistiques, c'est l'artiste la plus détestée de France. Et je me suis interrogé, alors moi quand j'ai pris la parole, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'on a besoin d'une psychanalyse, on a besoin d'aller sur le divan. Parce que comment d'un côté, on élit Omar Sy comme meilleur acteur en France, et de l'autre côté, Diams, c'est l'artiste la plus détestée de France. Faire une enquête en direct en disant ah ça y est, il y a des statistiques qui viennent de sortir, c'est la déclaration la plus idiote de France. C'est terrible. Pour dire, puisqu'on en est dans les alertes, il y a un mot qui est employé actuellement par un ministre français, ministre de l'Intérieur, dont il faut se méfier, qu'il ne faut pas accepter. C'est ce mot « ennemi intérieur ». Nous avons un ennemi intérieur. Et ça, il le dit en écho avec les événements actuels du Mali, mais il le disait déjà il y a quelques mois, etc. Le terrorisme, c'est une affaire de police, c'est une affaire de renseignement. Ce n'est pas une affaire de choc des civilisations, ce n'est pas une affaire d'essentialisation d'une population. Et ça, encore une fois, ce sont des mots dangereux. C'est une police idéologique et ce n'est pas une police qui est ciblée, effectivement. Alors, pour poursuivre la réflexion, évidemment, votre livre, mais également le site internet du CRI, parce qu'il y a aussi des informations. Oui, www.crifrance.com. Voilà. Et sur Google, sur Internet, il y a un certain nombre de choses. J'ai écrit, dont le texte sur Mohamed Merah, sur Khaled Kelkal. 10 ans après sa mort, je posais un certain nombre de questions. J'interpellais l'opinion publique, en tout cas les décideurs, pour dire vous êtes en train de faire des erreurs historiques. Et je disais... comment dirais-je, que Dieu nous préserve de cette prophétie de mauvais augure. À quand nos kamikazes? Et effectivement, moi j'ai peur que demain on ait nos propres kamikazes ici, comme il y en a eu à Londres, comme il y a eu en Espagne, parce qu'on est dans une surdité des responsables politiques à un phénomène social, sociologique, qu'on peut très bien comprendre, qu'on peut très bien contenir, avec un minimum de pédagogie, avec un minimum d'explication sur ce que c'est que cet islam, au lieu de laisser les amalgames et les installations de toutes parts, eh bien on y gagnera tous au change. On va s'arrêter là parce qu'on a déjà débordé. Et puis bien sûr, un dossier aussi, tout de même, sur le site de Mediapart, consacré à cette question de l'islamisation. Voilà, avec plusieurs articles d'ailleurs, pas toujours écrits la même année, mais qui constituent un dossier. Une mémoire. Voilà. Merci vraiment à tous les trois pour votre participation à cette émission. Le débat se poursuit ici au Collège des Bernardins dans la salle. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission ici au Bernardin. Merci beaucoup. Au revoir.